Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui un épisode très spécial vu que notre invité n'est pas un dentiste. Alors pour la première fois, on a le plaisir d'avoir parmi nous un prothésiste dentaire et pas n'importe lequel, Mehdi Mouhi, un passionné de la dentisterie digitale, fondateur du laboratoire 360 Studio, un espace, 100 numérique qui, repense la manière dont on conçoit et fabrique la prothèse. Alors, Mehdi, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci pour l'introduction. Je commence toujours par une première question. As-tu choisi, le métier de prothésiste dentaire par choix ou par pur hasard? Alors, en fait, le métier de prothésiste dentaire, c'est quelque chose que mon père nous a inclus. En fait, pour l'anecdote, je suis prothésiste dentaire et mon petit frère est dentiste. Et le paternel est chirurgien dentiste. Donc, en fait, depuis qu'on est tout petit, il nous a toujours emmenés avec lui. Il voyageait beaucoup, il est conférencier international, il voyageait beaucoup à l'étranger. Et heu et en fait, il nous disait: «Vous faites ce que vous voulez de votre séjour, vous êtes libre, mais le moment de ma conférence, vous devez être là». Donc en fait, depuis tout petit, on a toujours assisté aux conférences du papa. Donc c'est quelque chose qui a été inculqué dans le déclic, je ne saurais même pas, te dire c'est quand que je l'ai eu, ça a été vraiment inculqué dès le plus jeune âge. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Et pourquoi prothésiste dentaire et mon frère dentiste et ça, en fait, c'est juste que j'ai toujours été Manuel. manuel, je dessinais beaucoup et à chaque fois que je faisais un beau dessin étant petit et cetera, j'ai cette phrase, en fait, qui revient à chaque fois de mon père qui me disait: «Tu ferais un super prothésiste». Donc ça coule de source. Et du coup, tu fait où tes études? Alors, j'ai eu mon bac au Maroc. Heu, j'ai grandi entre Marrakech et Casablanca et j'ai fait l'école, l'EFPME à Bruxelles. Donc j'ai étudié la prothèse dentaire en Belgique. OK. Ça s'étale sur combien d'années? Ça s'étale sur 3 ou 5 ans parce qu'il y a le cursus, de base donc qui est la pratique. Excuse-moi, qui est le théorique et 2 ans au laboratoire, en pratique. Donc pour Exclusivement en valider laboratoire. exclusivement laboratoire. Pendant les 3 ans, il y a pas de Donc pratique? où on peut combiner en fait, en 3 ans, on le fait, on compresse le programme. On va être au laboratoire de, 8 heures du matin à 6 heures de l'après-midi et les cours, on les fait en cours du soir. OK. Donc j'ai fait le cursus, cours, en 3 ans. Et du coup, comment se sont passés tes 3 ans, 5 ans d'études? La vérité, c'était vraiment pas facile, d'accord? Donc, en fait, toute la partie où je faisais mes études, c'était encore l'ère de la prothèse analogique. Donc, j'ai fait 6 mois de plâtre, j'ai fait, 1 an d'amovible, j'ai fait donc pour passer au fixe, aux restaurations, fixes un peu sérieuses, ça a pris du temps et c'est des choses que j'ai acquéries, via des stages et pas trop à l'école. Donc, maintenant j'ai eu la chance que à la fin de mon cursus scolaire, heu, d'études de prothèse dentaire, le le métier de dentiste ou de prothésiste dentaire a pris un virage étonnant vers le digital. OK. Donc, dès mes premiers stages après ces 3 ans, je me suis concentré que sur le digital. D'ailleurs, je voulais te demander, après tes années d'études, c'était quoi le next step? Tu passé à quoi? Alors, après mes années d'études, j'ai fait des stages. En fait, je voulais pas rentrer au Maroc. Donc, 3 ans, c'était un peu court parce que j'ai vraiment pas, vécu ma vie d'étudiante.
Je me réveillais le matin, j'étais au laboratoire, j'avais mes cours du soir. C'était un rythme vraiment, vraiment intense pendant 3 ans. Donc j'ai fait des stages un peu partout. J'ai travaillé déjà, 3 ans dans l'un des plus gros laboratoires de Bruxelles, donc qui délivrait, les prothèses de l'université libre de Bruxelles et une grosse partie de la Belgique. C'est là où j'ai le plus appris. Donc j'ai travaillé 3 ans là-bas. J'ai été en Hollande, à Landgraf, où, là, en fait, c'était un laboratoire purement digital. Donc c'était que de la conception, du fraisage et cetera. Il y a eu l'apparition des guides chirurgicaux, donc j'ai fait un stage chez Ertogate en Corée. Qu'est-ce que j'ai fait encore? En esthétique, en fait, je voulais faire le tour de toutes les spécialités un peu dans la prothèse dentaire. Alors l'esthétique, ça a été à Miami, chez Raphaël Santrich. Raphaël Santrich, c'est un prothésiste qui a développé en fait une technique de stratification qui est exceptionnelle, qui s'appelle la scope technique. Et, euh, et c'est vraiment là où j'ai vu comment se manipuler la zircone, le disilicate de lithium, etc. Donc en termes d'esthétique, j'ai beaucoup appris de ce D'accord, bonhomme. OK. Et du coup, après tes stages partout, un peu partout dans le monde, t'es rentré au Maroc. Alors après mes stages, il y a mon père qui s'est lancé dans les guides chirurgicaux à un niveau un peu plus sérieux. Donc il a ouvert une société où on a développé en fait un guide qui s'appelle Ouais. Twin Guide. Et il avait besoin de quelqu'un calé en digital pour gérer tout le flux numérique du guide chirurgical. Donc ça a été ma première expérience au Maroc dans le dentaire. OK. Donc j'ai commencé avec les guides chirurgicales, je faisais que du guide chirurgical Ça, c'est avant toute la journée, d'ouvrir ton avant laboratoire. d'ouvrir le laboratoire. OK. Après, tu as bien sûr ouvert ton laboratoire, Alors en 360 fait, studios. oui. euh, alors en fait, on a eu des petites complications. On avait beaucoup de salariés. Donc en fait, le plateau bureau et le laboratoire, c'était le plateau bureau Pour les guides. pour les guides. OK. Donc on avait 18 salariés, 3 dentistes salariés pour les planifications. On avait une grosse masse salariale, mais qui était tout de même rentable parce on travaillait beaucoup avec l'étranger. Le Covid est arrivé, on a supporté les masses salariales pendant 1, 2, 3 mois. Donc Vous avez dû. si tu te rappelles bien, le Covid, en fait, ils nous ont pas arrêté d'un coup. On nous a pas dit que ça allait durer 2 ans. Donc à chaque fois, ils disaient la semaine prochaine, dans 10 jours. Donc En on va pas prolongeant. abandonner en fait un Ouais. projet pour une Pour quelques semaine ou 10 mois. jours. Ouais. Ça a duré 2 ans. Ouais. Ça a duré 2 ans. Donc on a stoppé l'activité et je me suis réorienté vers mon métier initial qui est la prothèse dentaire. Et d'ailleurs, je voulais te demander, ça veut dire quoi 360 studios Alors c'est 360 Dental Studio. dans ta studio, désolé. Ok. En fait, 360, donc c'est 360 degrés. Donc si tu veux, dans tout objet 3D, on peut le tourner à 360 degrés. Donc c'est pour ajouter cette touche en fait digitale au nom et Dental Studio, OK. un petit studio de laboratoire dentaire. Euh, pour un jeune prothésiste qui veut se lancer, ouvrir son propre laboratoire, c'est quoi le minimum à avoir pour dire que c'est un laboratoire 100% digital? Alors, déjà aujourd'hui, avant de se lancer dans un laboratoire, il y a de plus en plus de centres d'usinage. Donc, un jeune prothésiste dentaire,
avant de penser à ouvrir un laboratoire et investir dans des machines et cetera, il peut déjà s'équiper de logiciels 3D. C'est là où le le digital, est pratique et important. C'est qu'avec Exocad, par exemple, un jeune prothésiste peut aller chercher du travail chez les dentistes, faire ses conceptions, envoyer au centre d'usinage pour faire fraiser ses couronnes, s'intériser. À la limite, il peut investir dans un petit four de maquillage et commencer à travailler avec des dentistes. Donc, je pense que les compétences qu'a besoin un prothésiste aujourd'hui est beaucoup plus dans le digital que dans l'analogique. Là, je veux passer à un palier un petit peu plus technique que les autres Mhm. questions. Si on a à comparer entre l'empreinte numérique et l'empreinte analogique. Alors en fait, le digital, si je résume un peu la situation, on a le dentiste peut prendre une empreinte digitale ou une empreinte analogique. D'accord? Le digital pour l'instant, a ses limitations. Ça va venir avec le temps, on va avoir des scanners intraoraux plus performants, mais il faut partir du principe que le scanner intraoral ne voit que ce que l'œil peut voir. Donc ça veut dire que si le dentiste déjà ne voit pas sa limite en bouche, le scanner intraoral ne l'aura pas. Je pense que le scanner intraoral est un outil indispensable, mais pour certaines réhabilitations. Je donne un exemple simple, on a une carie qui est en sous-gingivale, heu, tu le dentiste taille sa couronne, s'il ne voit pas sa limite, la caméra ne va pas la scanner. Donc on passe c'est soit il va la remonter au composite, va retailler sa limite pour prendre le scan intraoral, soit il va passer par une empreinte analogique où il y a un matériau d'empreinte qui va aller avec la pression, aller chercher la limite S'infiltrer. que l'œil ne voit pas. Sur, les prothèses sur implant, c'est un outil exceptionnel, mais, sur une EMI arcade. Donc en fait, c'est par Archi. secteur. Le scanner intraoral, le problème, c'est que c'est plusieurs images que le logiciel va combiner. Donc, il y a un algorithme qui fait que il va y avoir ce qu'on appelle un refining de toutes ces images. Donc c'est le chargement après avoir pris le scan. L'optimisation, oui. Voilà, exactement. Le refining d'optimisation, il va, il va reconstituer le scan, d'accord? Ce refining, il va y avoir une distorsion sur toute l'arcade. Donc, si on prend par exemple un scan de 6 à 6, il va y avoir un décalage entre cette molaire et la molaire de l'autre côté. Ok. Par contre, le dentiste, pose ses implants, visse ses scan body et scanne des dents antagonistes avec un bridge de 3 sur un seul secteur. À ce moment-là, il y a pas de problème, le scanner est assez précis Exactement. D'ailleurs, en parlant des limites de l'empreinte numérique, les gens, ils ont tendance à prendre une empreinte à la va-vite, sans bhal daba, mettre le fil rétracteur, sans sécher. Mais si on veut parler des critères mmh. d'une prise d'une bonne empreinte, ça sera quoi les critères? Alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que le scanner intraoral n'aime pas tout ce qui est brillant. Donc, il faut sécher la bouche de la salive, avant de prendre le scan. Donc, c'est beaucoup mieux de prendre des surfaces mates que des surfaces brillantes. Donc il va y avoir des dédoublements de scan, en fait, sur les surfaces brillantes, de un. De 2, il est préférable d'éteindre le sialitique et de garder comme source de lumière que le projecteur du scanner intraoral. C'est Ou important aussi. éteindre la lumière aussi Oui, de la salle. oui, oui. Éteindre la lumière de la salle. Ok. Et je pense que c'est bon. Après, on va passer à l'occlusion, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un Euh, gros problème du, du, ouais, du scanner. ouais, c'est un problème. Donc, en fait, si vous avez remarqué, à chaque fois, en fait, on prend l'arcade du haut au scan. Quand vous prenez l'arcade du haut au scan intraoral, l'arcade du bas,
et que vous avez en général, on vous demande, enfin ça dépend des systèmes, mais 2 scans, un à À droite et un droite à et à gauche. gauche, À droite et à gauche ouais, pour pour l'occlusion. l'occlusion. Quand vous zoomez sur le fichier STL ou vous prenez le fichier STL, d'en haut, il y a toujours des cuspides en fait qui rentrent, donc des interférences, entre les arcades et un autre côté avec un open byte. Exactement. Oui, il y a un Donc vide. ça c'est classique. Ouais. Alors déjà, il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui peuvent régler ce genre de problème, mais pour avoir, en fait le problème réglé à la source, heu alors déjà, d'où vient le problème? Avant de parler de la solution. Donc, c'est qu'on quand on scanne en bouche, on ne scanne pas un modèle en plâtre, d'accord? Donc, c'est pas, c'est pas solide, d'accord? Dans la bouche, il y a la racine, il y a un ligament Ligament. entre la racine et l'os et les dents, quand le patient mord, il y a une légère mobilité. Donc en fait, vous scannez les arcades en haut et en bas avec des dents sans pression dessus, donc une arcade sans pression, donc relâchée. On va scanner les dents. Quand on va demander au patient de mordre, il va exercer une légère tension en fait sur les dents et ça va un peu Ça va s'ouvrir. bouger. Donc en fait, l'algorithme qui va venir calculer l'occlusion, il va la caler d'un côté et ça va s'ouvrir d'un côté, ou bien elle va être bien d'un côté, et de l'autre côté, on va voir cuspide dans cuspide. OK. Donc, donc il y a en fait une série de, de solutions à ça. Donc on a la solution sur fauteuil, donc qui est de demander en fait, avant de prendre les arcades, euh, avant de scanner les arcades, demander au patient de mordre fort sur ses dents 10 fois. Mordre et relâcher, mordre et relâcher 10 fois. Et déjà, il y a les dents qui vont prendre un peu forme. Donc, ils vont prendre la forme de l'expansion. OK. Il va y avoir beaucoup moins de décalage au niveau du scan. Et, et par exemple, si tu as qu'une hémiarcade ou un secteur à réhabiliter, prends l'occlusion que du secteur à réhabiliter et pas, Et et pas de pas l'autre l'occlusion de côté. l'autre côté. Ouais. Le logiciel Donc ça, automatiquement, il c'est... demande de prendre l'autre partie, du coup, il faut le faire manuellement. Si tu prends pas les 2 parties, le logiciel, en tout cas le mien, le Le Treeshape, trishape, je vois, Flumedit, c'est pas le cas. Mais c'est possible il que ce faut soit le le cas faire sur après trishape. manuellement. Ok. OK. Et donc la deuxième solution, c'est l'intelligence artificielle. Il y a un logiciel qui s'appelle ByteFinder. Donc moi qui me règle 90% de mes problèmes avec les dentistes au niveau d'occlusion. Ça permet c'est une sorte d'articulateur. Non, en fait, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui va venir euh, recaler les arcades, mettre l'arcade du haut et l'arcade du bas en occlusion à 20 microns sur toute l'arcade. OK, Donc en fait, il va recalculer la surface de contact maximum entre les deux arcades, d'accord. entre les deux fichiers STL. Et du coup, pour les dentistes qui ne disposent pas d'empreinte numérique, tu fais comment pour collaborer avec eux? S'ils t'envoient une empreinte, analogique? Alors en fait, l'empreinte analogique, ce que je fais, c'est que, c'est que je la scanne Scanner de table? avec le scanner de table D'accord. et le scanner intraoral. Ça cumule pas les erreurs? Et pourquoi les 2? Alors, en fait, on va partir sur il faut partir du principe que plus on augmente les étapes, plus on augmente l'imprécision. Donc, on déjà entre la réalité, entre la bouche du patient et l'empreinte, on a quelques microns d'imprécision. Donc, mais qui n'est pas un souci, bien sûr à condition qu'il y ait pas de tirage sur l'empreinte, et cetera. Heu, entre l'empreinte en silicone ou l'alginate et la coulée en plâtre, il y a l'expansion du plâtre qui fait qu'on a une imprécision. Au moment où on va venir, socler, découper les dailles, il y a une imprécision. Heu quand on va venir détourer en fait le moignon,
pour aller chercher la limite qui est en dessous de la gencive qui a été pris, par le silicone. Et on va toujours manger un peu de la limite, d'accord? Et en fait, toutes ces étapes, on les supprime quand on le scanne directement avec le scanner de table. Exactement. Complètement, d'accord? Et ce qui est exceptionnel, c'est que alors déjà le scanner de table tout seul ne peut pas scanner une empreinte en silicone. Heu, alors pourquoi on commence par le scanner de table? C'est parce qu'il y a pas de distorsion sur le scanner de table. Donc en fait, les plusieurs images du fichier STL que le logiciel va va recalculer, d'accord? Et c'est un process qui n'existe pas sur le scanner de table. Parce qu'on a un modèle et il va venir prendre en un shot tout le modèle. Donc on va voir la vraie référence, dans l'espace du modèle, OK. d'accord? Le problème du scanner de table, c'est qu'il va pas scanner en En profondeur. profondeur. Du coup, Donc, tu scannes en profondeur avec le scanner voilà normal. exactement. Donc en fait, je prends un scanner de table de l'empreinte, d'accord? Et je vais venir avec le scanner intraoral qui va pas me reprendre un nouveau scan, mais Compléter. qui va compléter le OK. scan du scanner de table. D'accord, d'accord. Et à ce moment-là, on a tout. On a les moignons jusqu'au bout, on a tu vois quand tu prends une empreinte et tu as une fine lamelle de silicone qui Ça va venir ça prendre, ça ben, le c'est scanne. ça ta limite. D'accord. Et du coup, avec le Donc au scanner niveau de de table, l'adaptation au niveau de l'adaptation, c'est nickel. d'accord. On a parlé de l'implantologie et de l'empreinte numérique. Mmh mh. Bien sûr, pour les cas de full arch, par exemple, ou des cas d'arcade étendue, c'est presque impossible de scanner avec une empreinte numérique, c'est imprécis. Il y a maintenant de plus en plus des solutions de photogrammométrie. Il y a les scanners, les scan body, les Kharjatoum Shine, je pense. Oui, les IPG, les intraoral photogrammétrie Exactement. Tu as de une 3D idée sur, Shining. sur ces, Alors écoute, pour l'instant, j'ai fait une dizaine de cas avec les IPG 3D de 3D Shining. Heu, après avoir du recul sur la prothèse. Aujourd'hui, on n'a pas de recul sur la prothèse. J'ai fait une dizaine de cas, mais le plus vieux, je pense qu'il a 3 semaines. Je pense qu'il a 3 semaines, donc on du n'a coup, il y pas a assez pas de assez de recul. recul pour juger, Et en fait, les dentistes avec qui j'ai travaillé, j'ai pas eu de retour même de feeling de à la vissée de la prothèse. D'accord? Parce que il y a la passivité et il y a la prothèse se visse. Donc, passivité, c'est vraiment quand on visse et on sent qu'on visse dans du beurre. D'accord? À partir du moment où on a un peu du mal à visser un des implants, c'est qu'il y a des microtensions. et sur le long terme, Donc ça sur le peut long terme, les microtensions créent bien sûr des de la des casse. casses, des casses sur les zircons. Et du coup, est-ce qu'il y a une alternative? Alors oui, il y a une alternative. Alors il faut savoir déjà que il y a pas de protocole 100 numérique reproductible en dehors de la photogrammétrie. Mais quand je parle de Un photogrammétrie, vrai c'est pas les photogrammétrie. c'est pas l'intraoral photogrammétrie, c'est pas les scan body codés, c'est pas il y a plusieurs techniques, mais la photogrammétrie, c'est, les drapeaux qu'on visse, en fait, sur les implants. Il y a 2 firmes qui font ça, je pense. Tu as iMetric 4D et Peak Dental. Donc c'est les 2 firmes qui font de la vraie photogrammétrie. Le problème de ces systèmes-là, alors c'est 100 reproductible et c'est C'est nickel, c'est coûteux, passif, c'est coûteux, c'est c'est coûteux. difficile à rentabiliser. Ouais. Donc, si c'est pas une, structure avec plusieurs fauteuils qui, balance du full arch, toute la journée, ça sert à rien de penser à la Exactement. photogrammétrie. C'est beaucoup trop cher. Donc, en fait, l'autre solution qui reste, c'est un protocole hybride, qui fonctionne super bien. On a des résultats de passivité exceptionnels, où en fait on combine l'analogique et le digital. Donc, c'est un protocole qui est analogique au cabinet, mais qui est ultra digitalisé au laboratoire.
et on utilise, la technique de l'empreinte inversée avec des scanalogues. Donc, pour rentrer dans les détails, ça va être un peu compliqué. Enfin, notre Faut que, épisode. faut un épisode que de protocole hybride, avec scanalogue. OK, en parlant toujours d'implantologie, je vais te poser une dernière question. Vous avez développé, un guide, le Twin Guide. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, en fait, le Twin Guide, c'est un guide chirurgical pas comme les autres. Donc on a en fait, on il y a il y a 3 grandes familles de guides. Donc, il y a le guide à sleeve central, d'accord? Il y a un guide à sleeve central, mais open frame, pas complètement recouvert, et il y a le Twin Guide. Donc, la particularité du Twin Guide, c'est que déjà, il est plus précis que le guide à sleeve central, d'accord? Parce que, contrairement en fait au, heu, au guide avec sleeve, il est guidé que sur un axe, d'accord? Donc même dans l'axe, au niveau du forage, des fois, il y a des petites résiliences, on sent que le forêt peut bouger un peu. Le Twin Guide, en fait, c'est une pièce donc qui est montée sur le contre-angle avec, 2 jambes, et on a un double guidage. OK, donc déjà ce double guidage fait que la position d'un plan est plus précise, et il y a énormément d'avantages à utiliser ce guide-là, notamment l'irrigation. Donc vu qu'il est complètement ouvert avec un guidage externe, le site peut Ça être chauffe irrigué. pas, ouais. Alors que sur le Civ central, non seulement il y a pas d'irrigation, mais il y a une friction entre le forêt et le sleeve en titane. Heu, le champ est complètement ouvert, donc Tu arrives à voir ce que tu fais. tu arrives à voir ce que tu fais. Tu peux, avec le guide en place, ouvrir, ton flap ou faire un mini lambeau. Tu peux rajouter tes matériaux de comblement, ton PRF et cetera avec le guide en place. Donc il est pas, tu C'est pas un continues obstacle à la à chirurgie. être dans à faire tes actes de chirurgien avec le guide en place. OK, Donc c'est une liberté exceptionnelle pour un implantologue. c'est parfait. Alors Mehdi, on passe à un autre volet. On sait très bien que tu as animé plusieurs conférences, plusieurs formations. Déjà, quelles sont les formations que tu proposes, de un, et quelles sont les conférences que tu as déjà animées? Alors, au niveau, conférence, il m'est arrivé plusieurs fois, en fait, de faire, des binômes avec le paternel. Donc, sur le Twin Guide, vu que j'étais, sur la partie technique du Twin Guide, et lui en chirurgie. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, c'est des séries de formations sur tous les logiciels que je maîtrise, notamment Exocad, les logiciels de planification. Donc à l'époque, c'était sur SMOP, j'ai fait beaucoup de formations SMOP. Heu, alors quand on a commencé à exporter en fait le guide, à l'étranger, il a fallu que je forme des laboratoires, donc à la planification, à l'impression du guide et cetera, à la conception du guide. Donc, il y a un grand volet de la formation que j'ai fait dans cette voie-là pour le guide chirurgical. Heu, alors mon frère est diplômé depuis, un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans, je me rappelle plus. 2 ans et demi, 3 ans, et en fait, il est rentré il a fait son DU d'implantologie, et il est rentré à fond dans l'implanto. Ça veut dire qu'on passe nos journées à designer des guides et faire de gros cas de réhabilitation, implantaire avec, mise en charge immédiate et cetera, et notre nouveau protocole, hybride pour la définitive, et en fait tout c'est des protocoles qui sont fluides, qu'il arrive à reproduire, qu'il arrive à vite reproduire, et toutes ces chirurgies et cetera, on les a documentées. Aujourd'hui, on est invité un peu partout
pour en parler. Donc c'est un workflow de la prise d'empreinte initiale du patient jusqu'à la mise en charge définitive. Et dernièrement, c'est avec AIM Academy en Turquie qu'on a fait notre dernière conférence. On en avait une prévue en Inde, mais il y a la guerre, il y a 32 aéroports de fermés, donc ça a été annulé à la dernière minute. Euh, et voilà, on bouge. On en a fait pas mal, on en a fait en France, euh, en Italie, et, euh, et bref, à Casablanca deux ou trois fois. Il y a il y a la formation avec Rachid Brel qui arrive. Donc en fait, c'est cette formation en fait qu'on a. C'est le workflow. C'est cette conférence de ce workflow qu'on fait à l'étranger que je vais faire avec Rachid Brel et Learning Dental prochainement. Et voilà, c'est bien de joindre l'utile à À l'agréable. l'agréable dans ce qui nous passionne. Sinon, Mehdi, je sais que t'es un grand bosseur. Tu bosses H24. Comment tu fais pour gérer entre ta vie personnelle et professionnelle? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, j'essaie de donner un maximum de temps à ma famille, parce que je bosse samedi matin, samedi après-midi et dimanche. Et je mets un point d'honneur en fait à garder mon fils le mercredi et le vendredi. Il a pas cours l'après-midi. Donc il vient chez moi au laboratoire. C'est la mascotte du laboratoire. Et j'essaye de passer un maximum de temps avec lui, même si je suis au travail, même si je suis au boulot. Mais c'est très compliqué. Le métier de prothésiste dentaire est un métier Très qui est prenant. prenant, qui est très prenant. Tu dois être là, tu dois être présent. Non, je dois être présent. Il y a pas... En fait, tout doit être en fait, chaque étape du processus doit être contrôlée. Donc, à la réception de l'empreinte, est-ce qu'on va faire le cas, on va pas faire le cas? À la fin de la conception, pour valider le positionnement des dents, les limites, etc. Après le fraisage, avant la cuisson, parce qu'en fait, on travaille avec des maquillants de pré-cuisson. Donc, même le maquillant, je valide la pose du maquillant avant de la mettre dans le four de sintérilisation. Donc, en fait, sur chaque cas, on a 5 points de contrôle qui sont indispensables. Si c'était à refaire, tu le referais. Voilà. En tant que passionné, je dirais oui. Et si tu as un conseil à donner aux jeunes prothésistes, ça serait lequel ou lesquels? Alors, pour les jeunes prothésistes, je pense qu'il faut foncer tête baissée dans le digital. Et, euh, Aujourd'hui, en termes de digital, il y a pas que la conception sur Exocad dedans, etc. Mais se concentrer, en fait, il faut demander aux jeunes prothésistes de suivre donc des cours où on protocolise on met des protocoles sur des cas. Un cas esthétique qui passe par la photo, qui sache intégrer une photo ou un scan face à un design, à- à choisir une bibliothèque dedans en fonction de la forme d'un visage, de perfectionner. En fait, s'il a quelque chose à perfectionner manuellement, c'est sur le maquillage de sa prothèse. Mais tout le reste se fait en digital. Et, euh, et le digital, c'est un monde. Ça s'arrête pas. Aujourd'hui, il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui rentrent en jeu. Donc, qui peuvent régler beaucoup de problèmes. Il y a les guides chirurgicaux. Donc, qui sont plus en fait des guides chirurgicaux. Maintenant, même si on parle pas du Twin Guide,
Il y a des logiciels qui permettent de faire des guides à étages, d'autres qui ne le permettent pas. Heu Faire un guide à étage avec résection osseuse, pose d'implant, pose de provisoire et cetera, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées qu'un guide standard qu'on fait sur, heu, Trichet ou d'autres logiciels simples. Et faut jamais arrêter d'apprendre et essayer de travailler avec des logiciels et gérer des logiciels open source. Donc, parce que l'open source sauve la vie d'un prothésiste. Donc, il y a des cas qu'on peut pas faire de A à Z sur Exocad ou sur d'autres logiciels en fait de conception ou de guides chirurgicaux. Donc même les logiciels open source comme Blender, MeshMixer, c'est il faut vraiment maîtriser la 3D pure et pas dans un workflow prédéfini pour le dentaire. Exactement. Alors, je vais te poser 2 questions en même temps. Tu vois quoi du futur du métier de prothésiste au Maroc? Et de 2, tu te vois comment d'ici 10 ans? C'est quoi tes objectifs? Alors déjà mes objectifs, c'est de vite rentabiliser mes machines parce que ça va passer tout va passer vers l'impression 3D. Ça c'est alors le futur du métier, je je pense pas que je pense pas que le métier de prothésiste va disparaître. Je pense que les laboratoires vont s'écrémer, d'accord? Donc, il va y avoir que les prothésistes à la pointe de la technologie qui vont rester sur le marché et ça va peut-être switcher vers des laboratoires où, où on a plus besoin de concepteurs que d'autres choses, d'accord? Aujourd'hui, dans un laboratoire dentaire, il y a beaucoup de céramistes, il y a beaucoup de travail manuel. Ouais, Aujourd'hui, il beaucoup y a des moins de im main-d'œuvre. beaucoup moins de main-d'œuvre. Il va y avoir beaucoup moins de main-d'œuvre et la technologie de l'impression 3D va supprimer l'usinage. Ça, j'en suis persuadé. Donc, déjà, quand on voit les imprimantes 3D, je vais pas sortir les marques, mais même si on en a sorti pas mal, qui impriment de la résine chargée en céramique en multilayer, tu as des couronnes exceptionnelles qui sont faits en impression 3D. Et il y a deux trois imprimantes 3D en zircone qui sont sorties là, donc en fait tout le marché On va switcher vers va switcher l'impression vers 3D. l'impression 3D. J'en suis persuadé. Alors avant de clôturer, je voulais te demander si, tu avais une anecdote à raconter, soit tes études, soit là pendant ta pratique dans le laboratoire. Alors moi l'anecdote qui m'a toujours marqué, c'est que alors quand je travaille dans un laboratoire en Belgique, il y a une patiente qui est venue parce qu'en fait les patients venaient pour prendre les teintes au laboratoire et discuter un peu avec le concepteur des formes de dents et cetera. Heu et il y a une femme qui est venue et qui a dit: «Je veux des canines super pointues». Donc le concepteur, il commence à bidouiller sur le logiciel de conception. Il sort un peu les canines, il rajoute, il choisit une bibliothèque avec une belle pointe, il allonge les dents et cetera, les canines. Et je les veux plus longues. Et c'est pas possible, là, ça va gêner l'occlusion. On peut pas mettre des canines plus longues. D'accord, alors tu vas me mettre vraiment, vraiment très pointu. Elle dit: «Mais ça, c'est le maximum que je peux faire». Il lui a dit: «Ben, quand vous allez finir la prothèse, vous taillez bien la dent pour que» mais oh, il lui a dit: «Mais pourquoi tu veux des dents pointues?» Il a dit: «Moi, ça se passe mal à la maison et mon seul moyen de défense, c'est que je mords». Incroyable. Ouais, du coup, Mehdi, merci beaucoup.
Je Merci t'en beaucoup prie. pour, ta générosité, pour ton partage. Alors merci beaucoup Hakim pour, cette invitation et alors je voulais, te dire que c'est un bonheur de travailler avec toi C'est très gentil, merci beaucoup. et c'est incroyable parce que cette nouvelle génération en fait de dentistes, on sent du potentiel. La motivation qu'il y a, vous n'êtes pas réfractaire à la technologie. Donc, la plupart des jeunes dentistes qui se sont installés à leur compte, sont équipés de scanner intraoral, posent des questions sur le digital. On sent vraiment qu'ils vont vers l'avant, cherchent à connaître de nouveaux protocoles et cetera et on sent ta passion, ben, pour, sortir du cabinet, venir faire des podcasts sur le dentaire, ça veut tout dire et voilà, je pense que cette nouvelle génération de dentistes qui est en train de monter, il va y avoir du gros potentiel. Alors Mehdi, merci beaucoup pour, ces belles paroles. J'ai encore plus le plaisir de travailler avec toi et alhamdoulilah, tu as pris la relève et inch'Allah le métier de prothésiste au Maroc est entre de bonnes mains. Alors, une dernière fois, merci d'avoir accepté l'invitation et inch'Allah, on se revoit d'autres circonstances, Avec d'autres plaisir. formations, d'autres conférences. Alors les amis, merci pour votre visionnage et au prochain épisode.